Bon, d'abord, je voulais vraiment remercier les organisateurs et bien sûr en particulier Augustin qui me fait l'honneur de vous parler. C'est un sujet, bien sûr, qui me tient à cœur, sur lequel je me suis exprimé dans différents écrits. Et donc, je vais essayer là de reprendre certains aspects. Certains aspects, comme le titre l'indique sans doute, mettant en évidence un décalage. Un décalage entre le bruit médiatique et politique de la revendication de l'euthanasie et la réalité clinique. Je tiens à dire quand même qu'évidemment, comme beaucoup ici, je suis très engagé sur cette question, mais que cet engagement, comme beaucoup d'entre nous, n'est pas idéologique, il est clinique. C'est l'épreuve de la clinique qui nous fait penser quand même les choses, même si on peut avoir des valeurs, bien entendu. Mais je considère qu'en tant que psychologue, et qui plus est psychanalyste, il y a des moments, les valeurs, il faut savoir les mettre un peu entre parenthèses et entendre la réalité de l'autre. Donc je voulais insister sur ce point de départ parce que c'est bien une des difficultés face à laquelle on est confronté dans un débat, voire un combat, où l'adversaire, si on peut dire, est un idéologue, est dans l'idéologie, est pris dans quelque chose de cet ordre-là. Et ça n'est pas du tout pareil. Donc, je disais un écart qui ne peut que nous interroger, qu'en penser. Qu'est-ce qui fait qu'on va, ça a été souligné hier déjà dans les brillantes interventions, qu'est-ce qui fait qu'on devrait légiférer pour si peu de monde? Comment comprendre ça? Eh bien, en effet, on peut peut-être en tout cas déjà poser l'idée que l'idéologie pourrait céder à l'épreuve de la réalité. En effet, c'est pas rare de voir des patients encartés, si on peut dire, arriver en soins palliatifs et ne jamais faire de demande de ce genre. C'est tout à fait intéressant quand même. Ça mérite d'être souligné. Se pose aussi sur le terrain, là pour le coup, de la clinique, je distingue bien l'idéologie d'un côté, des bien portants, et la clinique de l'autre. Sur le terrain de la clinique, la demande. Alors c'est intéressant, évidemment, c'est une histoire de psy, mais plus seulement. Les soins palliatifs se sont toujours intéressés à la question de la demande et ce qu'il y a derrière. Mais avant de se demander ce qu'il y a derrière, encore faut-il que ce soit une vraie demande. Alors qu'est-ce qu'on entend par vraie demande? Peut-être déjà une question. C'est pas rare, en écoutant les soignants, en écoutant les équipes, d'entendre pour le coup que les soignants entendent une question, une demande, là où il n'y en a pas. Et encore faut-il que lorsque c'est une question, lorsque c'est une demande adressée à un autre, que ça soit réellement une demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Et là, on voit que ça commence à sacrément se réduire. Alors j'ai développé toutes ces questions dans des écrits. Je ne vais pas avoir le temps, si je veux, si je veux rester dans ce défi que vous m'avez posé, de les développer. Mais en effet, quand même, on peut se dire que cette question de la demande, elle a été avec... alors, je suis désolé, je fais partie des gens qui ne vénèrent pas la loi de 2016, à plus d'un titre. La loi de 2016 a introduit, me semble-t-il, la notion de droit opposable, qui a sacrément réduit la possibilité de questionner la demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai le droit, je revendique, je n'ai pas à m'en expliquer, je n'ai pas à essayer de la comprendre. Et ça, c'est quand même un virage pour moi qui a été assez embêtant. Donc je disais, on est d'un côté dans l'idéologie, de l'autre dans la clinique, avec un écart abyssal. Qu'est-ce qu'il en est de ce que j'ai appelé le fantasmé idéologique? Pourquoi d'ailleurs appeler ça comme ça?
on va voir, je vais essayer de m'en expliquer. Je voudrais commencer déjà par, et ça a été plus ou moins abordé et très bien par la collègue qui vient de s'exprimer. Docteur Pascal Favre. Docteur Pascal Favre. Évoquer les ressorts déjà de cette idéologie. Et peut-être que je ne vais pas être très sympa pour tout le monde, dans le sens où je crois qu'on s'est laissé sacrément avoir par ce que j'appellerais le cheval de Troie des confusions sémantiques qui ont été induites par le courant de la DMD. Et comme vous le disiez juste avant, il y a un dessin, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, il y a un dessin derrière cette manière de pervertir les mots. Alors on a vu à l'époque, on va dire, parce qu'il y a quand même aussi une dimension politique, hein, bien sûr. Isabelle Marin avait depuis très longtemps interrogé la question de l'euthanasie sous l'angle « l'euthanasie est-elle de gauche ?» Hein, c'est tout à fait intéressant. Elle vient d'ailleurs de republier quelque chose de cet ordre-là, il n'y a pas longtemps. Donc, à l'époque du président précédent, il s'agissait de mourir dans la dignité. On voit à quel point cette expression est devenue quasiment synonymique de l'euthanasie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne veut pas dire euthanasie, on dit mourir dans la dignité. Ou quand on dit mourir dans la dignité, on pense euthanasie. Je parle dans le sens commun, bien sûr. Et puis on est passé, là, avec cette présidence, à cette belle aide active à mourir. Alors c'est intéressant de s'arrêter sur les mots. Une étudiante un jour me disait « Oui, mais vous jouez sur les mots. » Alors si un psy ne joue pas sur les mots, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si le mot « jouer » est tout à fait adéquat, mais enfin si on ne s'arrête pas sur les mots, on est mal parti quand même. Hein. Or là, c'est très intéressant, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a des répercussions émotionnelles et affectives. Ce ne sont pas des mots comme ça qui n'ont aucun sens. Dire tuer ou aider, vous voyez que ça n'engage pas tout à fait la même dimension intérieure hein, sur le plan émotionnel. Et donc l'adhésion, parce que c'est toujours intéressant de revenir sur les pourcentages qu'arrive à obtenir la DMD, en général, quand ils font des sondages. On est dans les 95%, c'est-à-dire une bonne dictature, quoi. Oui. Évidemment, hein, souhaitez-vous mourir dans d'affreuses souffrances ou décider de votre mort? Bon, bah, dit comme ça, moi je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, on est dans le même registre avec l'aide. L'aide. Quand on est dans la plus grande fragilité, vulnérabilité, qui n'a pas besoin, envie d'être aidé. Ça, c'est le premier terme. Active. Intéressant. Pourquoi active? Il y aurait une aide passive. Et on retrouve un serpent de mer, c'est-à-dire la manière qu'ont les partisans de l'euthanasie de parler des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être là passivement auprès des patients, leur tenir la main, éventuellement les endormir, avec une intention un peu suspecte, comme l'a soulevé Jean-Marie. Donc on voit bien que, finalement, derrière tout ça, la DMD joue un double jeu, c'est-à-dire insister sur l'importance des soins palliatifs, tout en disant que c'est une approche tout à fait hypocrite, une euthanasie qui ne dit pas son nom, et donc, s'il en existe une qui est reconnue, l'euthanasie passive, on verra qu'on ne peut pas être d'accord avec la terminologie suisse, hein, pour le coup, qu'on a entendu hier. S'il existe une euthanasie passive, bel oxymore, eh bien pourquoi pas aller un peu plus loin, avoir le courage de passer à l'actif. Alors là, c'est intéressant parce qu'on retrouve la notion de courage. Notion de courage, là encore, qui montre à quel point
on affronte. Hein. Ça suffit, là. Ça suffit de tourner autour du pot. Ça suffit de tenir la main des gens qui souffrent. Vous n'avez pas honte. Oui. Donc on retrouve comme ça cet embellissement, finalement, cette renarcissisation, peut-être, hein, face à notre vulnérabilité. Nous pouvons être actifs. Merveilleux. Face à ce qui nous rend le plus impuissant, qui est la mort, en effet. Enfin, mourir est la finalité de la mort. Vous verrez que je distingue les deux, et c'est là encore assez fondamental. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas... je suis obligé d'aller vite, mais c'est toujours frustrant. Il ne faut vraiment pas sous-estimer tout cet impact de la pervertisation lexicale, sémantique, qui nous contamine nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous parlons d'aide active à mourir. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons pas reprendre cette terminologie dont les politiques se sont emparés, bien sûr. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus dangereux. Parce que penser d'un débat où déjà les mots sont pipés? Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? C'est-à-dire qu'on est dans un homicide. Alors, pourquoi pas compassionnel? Homicide compassionnel, c'est très bien. Ça dit un peu plus ce que c'est, quand même, non? Et là, je me souviens d'un débat avec M. Romero, un jour, qui me refusait, comme le fait Mme Carrère-Dancos, me semble-t-il, là maintenant, le terme de tuer. Ah non, surtout pas. On est vraiment dans le déni lexical. C'est tout simplement, non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une pipe, hier. Si, c'est un homicide, qu'on l'assume très bien. Moi, pour ma part, je ne suis pas contre l'euthanasie. La question n'est pas là. Je suis contre sa légalisation, ce qui n'est pas pareil. Ça me paraît fondamental, en effet, pour les raisons d'interdit symbolique, fondateur d'une société, que cela reste interdit. Mais on sait très bien que les interdits, parfois, conduisent à des transgressions qui peuvent même s'expliquer. Et on sait bien à quel point c'est important d'en rendre compte. Je me souviens d'un monsieur qui avait tué sa femme, disons le mot, Alzheimer, qui n'en pouvait plus, et elle aussi, sans doute, et qui, à la sortie du tribunal, lorsqu'il a été jugé, disait « Je suis content d'avoir été jugé ». Très bien. C'était extrêmement important qu'il ait à rendre compte de son acte, qu'il ait à l'assumer, et qu'on lui dise « Monsieur, après tout, on peut le comprendre ». Mais ça reste, vous voyez, dans le cadre d'une transgression, et c'est très bien comme ça. Bon, c'est un point de vue, bien sûr. Excusez-moi, du coup, j'essaie d'aller vite. Vous voyez que c'est pas gagné. Je dis donc, méfions-nous de la contamination d'un point de vue lexical, mais pas seulement. Pas seulement. C'est là où je vais diverger un petit peu, en tout cas donner un autre regard sur la question de la sédation, qui peut se comprendre d'un point de vue médical, qui peut se comprendre d'un point de vue de la déontologie médicale, mais qui pose quand même question. Je pense là à la sédation, en tout cas dans sa dimension 2016, c'est-à-dire irréversible. Bien sûr que la question de l'intentionnalité, d'ailleurs Jean-Marie, tu m'avais invité une fois pour parler de l'intentionnalité d'un point de vue psychanalytique, et là ça commence à déranger un petit peu, en effet, parce qu'on sait bien que c'est jamais aussi simple cette question-là. Donc évidemment, ça pose un vrai problème, me semble-t-il, dans le sens où, sur le plan des représentations psychiques, hein, je me place à ce niveau-là, bien sûr, le sommeil se distingue de la mort par sa réversibilité, justement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des patients, par exemple, qui ont des troubles de l'endormissement, des troubles du sommeil,
Eh bien, quand on creuse un peu, et pas seulement les patients en fin de vie, on s'aperçoit que parfois il y a des angoisses de mort. Et pourquoi? Parce que de toute façon, c'est effectivement très proche. Hypnos et Thanatos sont des frères jumeaux dans la mythologie grecque. Et en effet, c'est pas rare de voir un patient dans une chambre en fin de vie et de se demander s'il est mort ou s'il respire. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être en plus renforcé, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, et c'était très intéressant selon moi, par des formes de ritualisation de la sédation profonde, qui du coup font confondre un petit peu cette question de du sommeil induit avec l'euthanasie. À tort ou à raison, mais en tout cas, en effet, même les soignants, parfois, peuvent être mal alors qu'ils ont simplement endormi le patient. Mais le caractère irréversible n'empêche pas les résonances intérieures en termes de ressemblance avec la mort, pour ne pas dire d'équivalence. Et c'est ce qui est d'ailleurs, comme tu l'as montré, exploité en retour. Mais on pouvait le voir à 10 000 kilomètres à l'occasion de cette loi, que ça allait être repris, cette histoire-là, que ça allait renforcer la vision de la DMD des soins palliatifs, c'est-à-dire une hypocrisie. Allons plus loin, soyons courageux, enfin. Sur quoi repose encore cette revendication, cet imaginaire? Là encore, on s'est laissé un peu avoir, je vais vous dire pourquoi. Ça repose sur un appareil psychique, un fonctionnement psychique, qui serait réduit à un moi conscient, hypertrophié. C'est-à-dire, on sait, on veut, on sait ce qu'on veut. Génial. Comme si on pouvait faire abstraction de nos complexités, nos contradictions, nos ambivalences, nos surprises, et puis abstraction des mouvements psychiques que la clinique, notamment de fin de vie, nous montre pourtant si fréquemment. Exit, si je puis dire, la découverte de l'inconscient, sans doute aussi encombrant que la posture de doute et de questionnement en soins palliatifs. Donc c'est très pratique finalement. Le patient demande, il sait ce qu'il veut, on n'a pas à se poser la question. C'est pourtant précisément cette complexité qui nous permet depuis fort longtemps de pouvoir discerner un écart fréquent entre ce qu'on appelle en psychanalyse la différence entre la demande et le désir. Écart qui peut aller jusqu'au paradoxe de demander la mort pour ne pas mourir. C'est précisément une des problématiques, là encore une confusion entre mort et mourir. Aide active à mourir. Non. L'euthanasie, c'est une aide peut-être, active sans doute, mais pas à mourir, à la mort, à l'accès direct à la mort. Parce que ce qu'on entend, nous, par mourir, c'est ce temps qui a été précisé hier, extrêmement important, de vivre, ce temps de vie. Or, précisément, ce que nous propose l'euthanasie, c'est un raccourci. Autre problème, me semble-t-il, d'un point de vue psy, c'est cette toute-puissance prêtée à notre psychisme. Toute puissance que constitue le fantasme d'un savoir par anticipation. Je sais ce que je voudrais. Voilà là encore comment on s'est fait avoir. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, à partir de ces fameuses directives anticipées. Ah, génial. On a crié à chaque fois à quel point c'était génial. Sauf que ça repose sur quoi finalement ? Ben sur le fantasme de la DMD. Le fantasme de la DMD qui, n'oublions pas, avait depuis fort longtemps introduit la notion de testament de vie, dont les directives anticipées ne sont qu'une évanescence, enfin, une suite, quoi. Cousin. Un autre mot, une autre façon de dire. Mais qui contient le même fantasme
complètement dingue, que nous pourrions savoir ce que nous penserions dans une situation que nous ne connaissons pas. C'est comme si on demandait à un enfant de 5 ans d'être capable de dire quel type de femme, avec quel type de femme il voudrait se marier quand il aurait 30 ans. C'est de l'ordre de l'irreprésentable, c'est de l'ordre de l'inimaginable. Alors bien sûr qu'il aurait des réponses, mais 30 ans après, vous voyez que c'est peut-être pas le même porte-robot, vous voyez. Ou alors, qu'est-ce qu'il fera quand il aura plein d'argent? J'achèterai plein de petites voitures. Non, il y a peu de chance, vous voyez. On est dans ce même processus. Et c'est d'une certaine manière très rassurant quand on voit le faible taux de remplissage, si on peut dire, quand on ne force pas les gens, parce que ça arrive pour des raisons d'accréditation. Quand on ne les force pas à remplir les directives anticipées, c'est peanuts. Je dis, il y a encore de l'intelligence humaine. Parce que, ce qui est un sacré piège, quand même. C'est-à-dire que c'est oublier que nous avons des capacités d'adaptation, la clinique nous le montre tous les jours, des capacités de remanier en permanence, qui sont liées finalement à l'intrication, pulsion de vie, pulsion de mort. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus, mais on le voit avec les patients en fin de vie, on le voit avec les patients en réanimation, dans des situations irréversibles. Ça bouge, ça prend du temps parfois, mais ça bouge, ça se remanie. Ah, je ne peux plus aller pisser tout seul, bon, il va falloir que j'encaisse, mais 3 semaines après, on n'en parle plus, on parle d'autre chose. Et ça, on n'en tient pas compte, c'est-à-dire que le fantasme de la dignité assimilée à une totale autonomie ne tient absolument pas compte de nos capacités insoupçonnables et insoupçonnées, donc, de se réinventer, d'accepter de revivre, je dis bien de revivre, la dépendance. Parce que c'est oublié aussi parfois que nous ne sommes pas nés autonomes. Nous revenons à un état. Et peut-être que c'est ça, finalement, qui fait si peur et qui permet à la DMD de venir alimenter cette angoisse-là de retour à la dépendance. Et évidemment que personne n'a envie de rendre ce qu'on nous a donné. Sauf que, même si on ne nous a pas dit, en effet, que cette autonomie était temporaire, la réalité fait que, en effet, comme disait Jean-Marie, c'est normal. C'est normal de perdre à un moment donné et de mourir. Mais avant de mourir, de perdre. Et c'est ça que ne veut pas, que refuse cet homme moderne, cet homme héroïque qui va au-devant de la mort et qui, d'une certaine manière, transforme la position passive de subir cet état, cette condition humaine, en position active. Je ne subis pas la mort, je la désire. Mais le mourir, j'en veux pas en revanche. Et c'est là où on peut être inquiet. Parce que faire l'économie du mourir, au sens individuel du terme, ça regarde chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre le suicide assisté ou l'euthanasie, ça regarde chacun. Après, s'il trouve quelqu'un qui est OK, pas de problème. Mais en faire, en effet, une loi, comme il était très justement dit tout à l'heure, ça en fait quelque chose de moral et ça en fait quelque chose de normal. Je trouvais que c'était extrêmement important. Et c'est là où ça devient problématique. Parce que ce qui devient normal... Nous sommes dans le temps additionnel. est destiné, pardon. Ce qui devient normal est destiné à s'élargir. Et c'est donc pas très étonnant qu'on voit toutes ces extensions. Moi, j'étais frappé hier de voir que le point commun des expériences de nos voisins, c'est l'extension perpétuelle, et on n'en est qu'au début, de ceux qui revendiquent ce droit. C'est fantastique de donner le droit de transgresser, c'est-à-dire le droit au sens d'une loi, de transgresser un des interdits fondamentaux, comme vous disiez. C'est extraordinaire. Et donc, c'est comme dans une famille, hein, vous donnez le droit à quelqu'un pour des raisons, le droit à un enfant de quitter la table, parce qu'il est fatigué, parce que ceci,
eh ben, forcément, dans la suite, les autres vont le revendiquer pour leurs raisons, et ils ont raison. Mais comment est-ce que nous pourrions rester si naïfs face au discours actuel qui consiste encore à nous faire croire qu'on va rester dans ce cadre restrictif? Enfin, on se fout de la gueule du monde, excusez-moi. On sait très bien que ce n'est pas jouable. Ce n'est pas tenable, parce que les revendications des autres, ben, elles sont légitimes. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des souffrances? Est-ce qu'on peut la mesurer? Évidemment que non. Donc on ouvre une porte, il faut l'assumer. Voilà. Et quitte à intérioriser le fait qu'on est une merde parce qu'on nous l'aura suffisamment dit, et qu'on va demander, en effet, gentiment, nous-mêmes, hein, avec ce soi-disant libre arbitre, à mourir, parce que quand même, on ne va pas être un poids pour les autres. C'est l'intériorisation qu'on entend chez les vieux. « Oh, j'ai fait mon temps. Ça suffit, je ne veux pas être un poids. » On l'entend déjà. On bataille avec ça tous les jours pour rendre justement un sentiment de dignité aux personnes qui n'en éprouvent plus, pour avoir entendu tellement ils ne valent rien. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons intérêt à... Je termine du coup, tant pis. J'avais plein de choses encore, mais comme beaucoup. Mais nous avons intérêt à être extrêmement conscients de ces infiltrations dans la société, d'une logique qui ne tient pas debout, de termes qui ne sont pas neutres, et que nous utilisons en tant que citoyens. Bon, ok. Mais en tant que professionnel ou en tant qu'engagé dans un certain courant qui s'y oppose, là, c'est un problème. Vous voyez. Moi, je pense qu'on ne doit pas, alors je vais être un peu facho là pour le coup, mais on ne doit pas employer ces termes. On doit lutter. On doit garder cette position subversive, d'opposition. Non, vous appelez ça aide active à mourir, moi je renonce à l'appeler comme ça. Et qu'il y ait une loi ou pas. Parce que si on accepte de tenir bon, on résiste. On résiste. Je ne vais pas vous refaire de mal nommer les objets, c'est donner du malheur au monde ou quelque chose comme ça de Camus. Bon, je ne vais pas vous le refaire, mais c'est pourtant vrai, là. C'est-à-dire que là, on ne peut pas se permettre le moindre écart, la moindre négligence, plus exactement. Voilà, je pense que c'est fondamental, que ce soit auprès des patients, que ce soit dans les débats, nous avons à être extrêmement vigilants vis-à-vis de ça. Voilà, je vous remercie.